911, what's your emergency? Oh my God, bees. You said bees? ABC Thursdays, 911 is all you. That truck was hauling 22 million killer bees. With the 3-part season premiere of that, That's enough bees to kill 44,000 people. Is that it's a bee-nado. this one's gonna sting. Help is coming! 911, all new Thursdays, 8/7 Central on ABC and stream on Hulu. You know how when you're living your life, and then all of a sudden you're out there helping cops solve crimes? ABC Tuesdays. I have an IQ of 160. I spot things that detectives miss. Fall's most anticipated drama is all new, High Potential. That big brain of hers is going to help us close a lot of cases. Caitlin Olsen is the new face of investigation. You're a single mom pretending to be a cop. I am not pretending. I'm just out here super copping. High Potential, all new Tuesdays, 10/9 Central on ABC and stream on Hulu. Dans cet épisode, nous allons parler de scènes violentes qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Plusieurs vannes banalisées se garent dans l'allée entourée d'herbes, parfaitement taillées. C'est donc là qu'ils se cachaient. Au 8316 Canyon Oak Drive, à Citrus Heights, à seulement quelques pâtés de maison de ses victimes. C'est sidérant. Ken Clark, policier du comté de Sacramento, s'avance, lentement. Le calme est assourdissant. Seul le bruit de ses pas résonne sur le béton coulé. Il toque. Même Clark a du mal à y croire. Il prend une grande inspiration. Il reste calme. Mais son cœur de policier palpite. Autour de lui, 6 hommes du SWAT sont prêts à intervenir. Au cas où. Un vieil homme, septuagénaire, ouvre. Environ 1m80, le crâne dégarni et rasé de près. Quelques taches de vieillesse, corps svelte, légèrement affaissé. Joseph D'Angelo, vous êtes en état d'arrestation. 13 meurtres, 50 viols et 200 maisons cambriolées trop tard. Joseph D'Angelo semble surpris mais n'oppose aucune résistance. Depuis 40 ans, il est le fantôme le plus recherché des États-Unis. Clark lui passe les menottes et l'accompagne sur la banquette arrière du van. Le Golden State Killer a enfin un visage. Il ne dit rien, juste une phrase surprenante. J'ai un rôti dans le four. Il a toujours vécu dans le coin, au nord-ouest de la Californie. Cette région, il la connaît par cœur. Petit, ses parents l'ont ballotté de ville en ville au gré des nombreux déménagements imposés par son père, soldat de l'armée de l'air américaine. Le petit Joseph n'est pas heureux. Sa famille ne possède rien. Il loue tout. Même les matelas ne leur appartiennent pas. Son père est absent, sans cesse en déplacement. Joseph se réconforte chez les autres, dans les familles de ses amis. Il s'invente des vies, tellement plus belles que la sienne. À peine pubère, il s'engage chez les Marines, au Vietnam. Moins par patriotisme que pour l'aventure. Sur le front, c'est un soldat lambda, ni héroïque, ni légendaire. Après 3 ans de service, Joseph rentre dans sa Californie natale et devient flic à Exeter, un flic banal dans une ville banale, où les seuls délits à gérer sont les querelles entre voisins. La vie de Joseph est monotone. Un travail sans grand intérêt,
une femme, Sharon Huddle, avocate. Il a épousé un peu par dépit en 1973, après avoir été quitté brutalement par son premier amour, Bonnie Colwell. Ensemble, ils vivent dans une maison similaire à toutes les autres du quartier, de plain-pied et en briques beige. Ils ne partagent pas grand-chose, ils font même chambre à part. En fait, Joseph DiAngelo est un Américain moyen, dans une ville moyenne. Depuis le mois d'avril 1974, dans la petite ville de Visalia, à 350 km de San Francisco, des maisons sont saccagées. Des cambriolages étranges. Le type ne vole rien de valeur. Une bague par-ci, un radio-réveil par-là. Il laisse l'argent liquide en évidence et les bijoux en or dans leurs écrins. Il n'agit que la nuit, comme un chat de gouttière. Personne ne l'a vu, personne ne l'a entendu. Il ne laisse aucune trace derrière lui, aucun indice. Fait étonnant, le voleur s'intéresse aux photos de famille et aux sous-vêtements féminins. Il casse des cadres, retire les photos des murs, fouille les tiroirs des chambres et éparpille les culottes et soutiens-gorge sur le lit. Parfois, il assemble le tout pour faire une silhouette de femme. 2 policiers de la ville, John Vaughan et William McGowan, l'ont surnommé le pilleur de Visalia. En 15 mois, il a visité plus de 80 maisons. Des faits similaires se produisent aussi à plusieurs centaines de kilomètres au nord, à Rancho Cordova, une petite ville tranquille. Richard Shelby, officier patrouilleur du comté de Sacramento, arrive toujours trop tard. Il ne peut que constater les dégâts, impuissant face au manque d'informations. Shelby est pourtant un bon enquêteur, un loup solitaire, un peu trop indocile selon sa hiérarchie. Dans les maisons saccagées, il observe les moindres détails. Quels objets ont été pris? Lesquels sont restés? Par où est entré le cambrioleur? Par où il est sorti? Au commissariat de Sacramento, certains flics pensent avoir affaire à une bande de jeunes un peu dérangés. Des ados en manque de repères et d'adrénaline. Pas Richard Shelby. Pour lui, c'est certain. Le pire de Visalia est un professionnel. Un cambrioleur chevronné. Un gars qui peut s'attaquer à plusieurs maisons, jusqu'à 12, en une seule nuit. Un type qui, bizarrement, ne semble pas motivé par l'argent, mais plutôt par le sexe. Il n'y a qu'à voir le nombre de traces de sperme retrouvées sur certains sous-vêtements laissés derrière lui. C'est la seule chose auquel il ne fait pas attention. Il s'astique et il part. Mais avant, il passe des jours à observer les maisons. Il sait très bien quand elles sont vides. Alors, quand vient le moment, il enfile sa cagoule de ski, son pantalon militaire et ses baskets blanches. Joseph a besoin d'être à l'aise dans ses fringues avant de cambrioler. Il lui faut un pantalon assez souple, des baskets, et quelque chose qui couvre son visage, au cas où il tomberait nez à nez avec le propriétaire. Pour atteindre son but, entrer dans l'intimité d'inconnus, il peut patienter des heures dans un buisson, jusqu'à ce que la porte d'entrée claque et que le silence s'installe dans la maison vide. Il se faufile ensuite en rampant dans les jardins, au ras du sol, comme au Vietnam, ou bien parfois il passe par le toit. Joseph DiAngelo anticipe ses pillages. Il connaît les entrées. Il sait à l'avance comment sortir. Une fois à l'intérieur, il place de la petite vaisselle ou des vieux flacons de parfum près des portes. S'il entend la porcelaine et le verre se briser, il s'enfuit instantanément. Il fouille ensuite tous les meubles, prend par-ci, par-là des objets sentimentaux, une médaille gagnée à une compétition, des tirelires vides, des timbres. S'il déplace et saisit ces quelques babioles, c'est avant tout pour marquer sa présence et par pure malveillance. Ça lui arrive de séparer une paire de boucles d'oreilles pour n'en garder qu'une seule. Mais ce qu'il préfère, c'est la lingerie féminine.
il aime la placer délicatement sur le lit, former ce corps de femme qu'il fantasme si souvent dans sa tête. Ensuite, il saisit toujours une bouteille de lait corporel ou d'huile pour bébé, ce qu'il a sous la main en vérité, et il se masturbe, avant de quitter les lieux, aussi discrètement qu'il y est entré. Un soir de printemps 74, Richard Shelby fait sa ronde de nuit à Rancho Cordova. Il roule, lentement, attentif. Mis à part les récents cambriolages, Rancho Cordova est une ville très, très tranquille. Tandis qu'il roule, Shelby observe les maisons de plain-pied qui s'alignent dans les rues. Elles sont quasiment toutes identiques, la même brique beige. L'officier rêvasse. À 36 ans, il aimerait monter en grade, être nommé inspecteur. Mais entre Shelby et ses supérieurs, les accros sont nombreux. Il voudrait faire tellement plus que les pauvres missions qu'on lui confie. Dans l'habitacle, la radio crépite. Richard Shelby sort instantanément de ses pensées. Un couple, sur Dolcetto Street, à quelques rues de sa position, a appelé pour signaler des bruits suspects dans la maison voisine. Dans sa Dodge noire et blanche, siglée Police de Sacramento, Shelby appuie sur l'accélérateur. Gyrophare allumé. Sur place, rejoint par deux de ses collègues, il fait le tour des lieux. RAS. Pas d'effraction, aucun cambriolage, personne à l'horizon. Il s'apprête à remonter dans sa voiture quand ses yeux se posent sur le haut de la maison. Une silhouette le fixe. Posté droit comme un i, sur le toit. Un homme, assez jeune, la vingtaine sans doute. Shelby le distingue mal. Le mec doit faire 1m80 et porte un pantalon au motif militaire. Il est resté là quelques secondes. Trop peu pour que Shelby l'interpelle. Il a disparu, aussi mystérieusement qu'il était arrivé. Et si Shelby venait de voir le pilleur de Visalia? Ce serait donc lui. Une ombre dans la nuit. Joseph se sent tellement puissant. Il l'a littéralement regardé de haut. Le pauvre flic à la chemise blanche doit se sentir bien con. De toute façon, il ne l'aurait pas attrapé. Joseph est plus fort que lui. Et puis, DeAngelo n'a aucune envie de s'arrêter là. Il voit grand. Les cambriolages, c'est un échauffement. Ce soir du 11 septembre 1975, il veut passer à la vitesse supérieure. Pendant ses recherches, il a repéré une jeune fille à Visalia, Elizabeth Snelling, une jolie blonde d'à peine 17 ans. Vers 2 heures du matin, il s'introduit sans un bruit dans sa chambre. Elizabeth dort, il la chevauche, place sa main sur sa bouche pour l'empêcher de crier. Comme toujours, il a mis ses gants, histoire d'éviter de laisser ses empreintes n'importe où et sa cagoule de ski. La victime ne doit jamais voir son visage. La jeune fille se réveille en sursaut. Il a placé un couteau contre sa gorge et chuchote d'une voix faussement rauque « Ne crie pas. Suis-moi ou je te tue. » Mais Elisabeth résiste, la garce. Alors Joseph sort son revolver. C'est fou comme les gens obéissent beaucoup plus facilement face à une arme à feu. Il la traîne jusqu'au jardin, par la porte de derrière. « Qu'est-ce que vous fichez? Où emmenez-vous ma fille ?» La voix sort du patio. Un monsieur au visage rond. Le père de la gamine, sans doute. Joseph n'avait pas prévu ça. Il a fait une erreur. Il aurait dû attendre qu'Elisabeth soit seule chez elle. Joseph perd ses moyens. Si le gars approche, il est foutu. Tout va trop vite dans sa tête. Il ne sait plus quoi faire. Il passe en mode pilote automatique, braque son arme vers l'homme qui le poursuit et tire 2 fois. Le père d'Elizabeth Snelling, Claude, un professeur de journalisme âgé de 45 ans, s'effondre au sol. Elisabeth hurle et se débat dans tous les sens. Il la jette au sol.
Elle est en boule, terrorisée. Pour la faire taire, il lui frappe la tête avec l'arrière de son flingue. Elle tombe comme une pierre. Il s'enfuit. Joseph DeAngelo est désormais un meurtrier. Le pilleur de Visalia va devoir redoubler de vigilance. Les enquêteurs ne font pas le lien entre le pilleur de Visalia et le meurtre de Claude Snelling. Il n'y a pas de raison. Ce crime ne ressemble en rien aux habitudes du cambrioleur. C'est un meurtre isolé, l'œuvre d'un détraqué sans doute. Pour comprendre, la police de Visalia engage quand même un psychiatre, chargé d'établir le profil psychologique du tueur. Voici ce qu'il en ressort. C'est un voyeur, motivé par le crime sexuel. Un homme solitaire qui doit se fondre dans la masse. Un monsieur tout le monde, en somme. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. L'enquête sur la mort de Claude Snelling ne donne rien. Le dossier, peu épais, rejoint la pile des affaires classées sans suite. Pourtant, l'analyse balistique est formelle. Claude a été tué par un Miroku 38, la même arme que celle volée par un cambrioleur à Visalia quelques jours plus tôt. Le voleur devient-il tueur? Est-ce le même homme? Quoi qu'il en soit, aucun enquêteur ne creuse cette piste. Le meurtre de Snelling est une parenthèse, et la traque du pire de Visalia continue. De plus en plus d'agents sont réquisitionnés pour faire des rondes de nuit dans les quartiers touchés. William McGowan, l'un des flics qui a trouvé son surnom au cambrioleur, est l'un d'eux. Le 10 décembre 1975, vers West Kaweah Avenue, William planque devant l'une des maisons de la rue. Après des heures de calme plat, McGowan sent du mouvement. Dans la nuit noire, une ombre longe un garage, cagoule noire sur le front. 1,80 m environ. Ce suspect correspond au signalement du pilleur. Discrètement, l'officier McGowan s'approche. Le type l'entend, saute la haie du jardin avec une aisance impressionnante. McGowan accélère, il ne faut pas le laisser filer, il y est presque. Il dégaine son arme, tire dans le ciel. Le gars s'arrête, main en l'air. D'une voix aiguë, il supplie l'officier de ne pas lui faire de mal. « Je mens ! Je mens !» La cagoule relevée, il semble sincèrement terrifié par le policier. Sa réaction est tellement étonnante que William hésite. Est-ce vraiment le gars qu'il traque depuis plus d'1 an? Le flic baisse sa garde. En une fraction de seconde, le suspect relâche son bras gauche, sort une arme et tire. Heureusement, la balle n'atteint que la lampe de poche de McGowan. Plongé dans l'obscurité de la nuit, le type se volatilise. McGowan l'a loupé. Tout s'est passé trop vite. Mais il a vu son visage. Sa peau blanche et lisse. Il a entendu sa voix, aiguë. Il avait face à lui un type chétif et apeuré, qui n'a pas hésité à lui tirer dessus de sang-froid. C'est donc un manipulateur hors pair. Et un homme qui a dégainé son arme comme un flic. Après le coup de feu, les renforts sont venus épauler William. Un large périmètre a été immédiatement bouclé. 70 hommes étaient sur le coup. Mais le pilleur de Visalia leur a filé entre les doigts. Comme un fantôme. Ça devient trop dangereux de sévir dans cette ville. Un flic a vu son visage. Il va faire un portrait robot, c'est sûr. Pour l'instant, les gars de son commissariat ne sont pas mobilisés sur l'affaire. Mais qui sait, ça pourrait arriver. Et une fois qu'un de ses collègues l'aura reconnu, ça sera trop tard. Un flic cambrioleur, meurtrier et fuyard. Il risque gros. Il faut qu'il bouge. Et vite. Joseph DeAngelo demande donc sa mutation. Il est affecté à la police locale d'Auburn, à 400 km de Visalia, dans le comté de Placer, toujours en Californie. Là, personne ne le connaît. Il va pouvoir continuer ses activités criminelles plus sereinement.
Depuis que McGowan a vu son visage, le pilleur a disparu. Plus aucun cambriolage n'a été signalé dans la ville depuis le 10 décembre 1975. Les services de police locaux soufflent enfin. Mais 6 mois plus tard, à 360 km de Visalia, les agents du comté de Sacramento font face à un nouvel agresseur, beaucoup plus dangereux. Dans les quartiers résidentiels, un homme agile comme un chat pénètre la nuit dans les maisons pour violer des jeunes femmes à un rythme effréné. Le pilleur de Visalia n'est plus. Il a laissé place aux violeurs de la zone Est. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite. Looking to invest? Start your journey by exploring exchange-traded funds with GlobalX ETFs. Exchange-traded funds, or ETFs for short, create baskets of stocks, bonds, and other assets that you can buy in a single trade. GlobalX specializes in ETFs that track emerging trends, like the rise of artificial intelligence, as well as strategies aimed to generate income potential. Visit globalxetfs.com to discover how you can get started. In this ad for the Mobile One brand, I have 30 seconds to talk about driving, which might be what you're doing right now. Maybe you're in the car, you're free, you're in control, on an open road with an open calendar. Your mind is wandering, and you're going with it. Or maybe you're stuck at work, in meetings, or emails, or worse, meetings about emails. And if that's the case, there's only one question. Why? Mobile One, for the love of driving. Visit loveofdriving.us/radio to learn more. 18 juin 1976, 5 heures du matin. Le téléphone sonne au commissariat de Sacramento. Au bout du fil, Phyllis Henneman, une jeune fille de 23 ans. Elle est haletante. Elle peine à parler. Elle vit à Rancho Cordova, dans la zone de Paseo Drive, et vient de subir un viol avec effraction. L'officier Richard Shelby saute dans sa voiture, sirène hurlante. Il roule à pleine vitesse. Qui sait? Le violeur est sûrement encore dans les parages. Phyllis Henneman attend la police, allongée nue sur le sol, les mains attachées dans le dos. Son agresseur a tellement serré les liens que ses doigts sont bleus. Phyllis Henneman est choquée, mais assez lucide pour raconter à Shelby. Elle dormait quand, vers 4 heures du matin, elle a été réveillée par un homme masqué. Il portait une cagoule de ski blanche, tricotée à la main. Il avait un couteau, une grosse lame. Il ne portait pas de pantalon, avait beaucoup de poils aux jambes. Un homme d'environ 1,80 m, physique lambda. Ah oui, il portait des gants et la menaçait de la tuer si elle faisait le moindre bruit. Non, elle n'a pas vu son visage. L'homme l'a attachée et bâillonnée. Il a enduit son pénis de lotion pour bébé et il l'a violée avant de fouiller la maison. Phyllis raconte qu'il a pris son temps et qu'il ne semblait pas particulièrement nerveux. Après un bon moment, il est parti. C'est là qu'elle a appelé la police. Shelby note scrupuleusement tous les détails. Il n'est pas vraiment inquiet. Un agresseur qui se balade à poil est sans doute un dérangé. Pas un dangereux. Ils l'attraperont vite. Phyllis reprend peu à peu ses esprits. Elle se souvient qu'il y a quelques semaines, elle a reçu de nombreux appels anonymes. Et puis, elle avait la sensation d'être suivie. Cette fois, ça a marché. Il a fait comme pour les maisons. C'est un travail de longue haleine. Joseph a d'abord repéré sa proie. Il n'a pas le profil type. Il marche au coup de cœur, au flair. DeAngelo aime les jeunes, les mères, les mariées, les adolescentes. Cette fois,
ce sera une jeune femme célibataire de 22 ans, Phyllis. Et il l'a surveillée pendant plusieurs semaines pour connaître sur le bout des doigts ses horaires. Être sûr qu'elle sera seule, à sa merci. Entrer par effraction discrètement, se faufiler jusqu'à sa chambre, être armé, ganté, cagoulé et sans pantalon pour gagner du temps. Ça fait tellement longtemps qu'il attend ça. Son plan est bien rodé maintenant. Il va pouvoir frapper où bon lui semble. Les cambriolages, c'était marrant. Là, l'enjeu est plus grand, plus excitant. Il a déjà repéré ses prochaines victimes. Paddy Frink et sa sœur, à quelques pâtés de maison de chez Phyllis. Un mois après le viol de Phyllis Heinemann, 2 sœurs de Rancho Cordova sont violées à leur tour, chez elles, de nuit, par un homme cagoulé. Elles ont été ligotées si fort que leurs mains restent engourdies plusieurs mois. 4 septembre 1976, c'est au tour de Patricia Murphy, violée dans sa maison pendant que ses enfants dorment. 5 octobre 1976, à Citrus Heights, une banlieue résidentielle du comté de Sacramento, Jane Carson, 30 ans, vit la même horreur. Le matin, vers 6h30, son mari quitte le lit pour aller travailler. Le petit garçon du couple, 3 ans, rejoint le lit de sa maman pour finir sa nuit. Là, Jane entend un bruit. Elle pense tout de suite que son mari a oublié quelque chose. Mais, quelques instants plus tard, un homme cagoulé se tient debout dans sa chambre. Un grand couteau de boucher à la main et une lampe de poche. Jane est complètement aveuglée par la lumière dirigée sur son visage. Elle sent l'homme s'approcher. Il la menace, l'attache, la bâillonne et la viole. Puis, il va tranquillement se faire à manger dans la cuisine. Jane se rappelle qu'il est resté longtemps, peut-être 2 heures. Dans l'obscurité, elle a cherché son fils des mains. Le petit garçon était attaché au pied du lit. Quand il n'y eut plus aucun bruit, la jeune femme s'est libérée, a pris son petit dans les bras, avant de courir se réfugier chez sa voisine. L'officier Shelby a un mauvais pressentiment. Il semble assez clair que l'agresseur connaissait les horaires du mari de Jane. Il a attendu qu'il parte pour agir. Ce n'est donc pas un impulsif. Il sait ce qu'il fait. Shelby se souvient aussi que des cambriolages ont été signalés dans le quartier quelques jours avant l'agression. Et Jane Carson faisait déjà partie des victimes. Le meilleur moyen pour ne pas se faire arrêter, c'est l'anticipation. Connaître parfaitement les lieux, couper le téléphone et tous les appareils électroniques. Dans la maison, Joseph veut entendre une mouche voler. Au moindre bruit suspect, il doit pouvoir réagir. Éteindre toutes les lampes. Il déteste la lumière. Ne laisser que la télé allumée, sans son, et placer une serviette dessus pour obtenir juste ce qu'il faut pour voir la victime. Être méthodique. Faire croire à un cambriolage. Ça rend les victimes beaucoup plus dociles. Attacher les poignets et les chevilles. Pensez à préparer des cordelettes ou des lacets avant l'attaque. Bâillonner. Un drap déchiré sur place fera très bien l'affaire. Violer. Utilisez une crème trouvée sur place pour lubrifier. Fouiller. Le pillage, c'est le petit plus. Manger. Partir calmement par les portes arrière. Marcher tranquillement. Un gars qui court est forcément suspect. Puis, disparaître dans la nuit. Il faut agir. Trouver ce violeur fou avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Pour enquêter sur la série de viols de Rancho Cordova et Citrus Heights, 2 inspecteurs sont mis sur le coup. Carol Daly, une inspectrice précise et empathique, et bien sûr, Richard Shelby. À 38 ans maintenant, il a enfin obtenu sa promotion. Il est passé inspecteur au sein de la police de Sacramento. Cette affaire
c'est la sienne. Il le sent. Flair de flic. Cette histoire de viol risque de dégénérer. Et selon lui, les cambriolages de 75 et les agressions d'aujourd'hui sont liés. Un seul et même gars. Il y a trop de similitudes. Le périmètre des attaques, des villes résidentielles du comté de Sacramento, la cagoule, noire ou blanche, tricotée, est toujours vissée sur la tête de l'agresseur. L'agilité pour entrer dans les maisons, il se faufile comme un chat. La facilité avec laquelle il semble ouvrir les portes, le fait qu'il ne laisse aucune trace et qu'il fouille dans les tiroirs après l'agression. Shelby se plonge dans les dossiers. Il est persuadé qu'il n'y a qu'un homme. Un homme précis dans ses crimes, avec toujours le même mode opératoire. L'affaire prend de l'ampleur. Pour ne pas que la panique s'installe dans les maisons de Sacramento, les journalistes ont l'interdiction d'en parler dans la presse. Pas question que le gars sache qu'il est recherché. 4 jours après l'agression de Jen Carson, Joseph DeAngelo enfile sa cagoule. Il est 4 heures du matin. Il se faufile dans la chambre d'une jeune fille de 19 ans, à Rancho Cordova. Menace, ligote, bâillonne, viol, fouille. Le 18 octobre, il tente quelque chose. Une sorte de défi personnel. Il s'en prend à 2 jeunes filles dans la même soirée. L'une à Carmichael, une petite bourgade de Sacramento. Une mère au foyer de 32 ans. L'autre à quelques kilomètres, Rancho Cordova, Winnie Schultz, mère au foyer elle aussi. Menace, ligote, bâillonne, viol, fouille. Il accélère le rythme. Ses viols le rendent puissant. Il assouvit tous ses désirs dans l'impunité la plus totale. Il le sait mieux que quiconque, puisqu'il est lui-même flic dans la région où il sévit. Les enquêteurs n'ont rien sur lui. En 6 mois, 9 viols sont enregistrés. Les victimes décrivent toutes un homme similaire. 1,80 m, jambes poilues, physique ni fin ni musclé, ni imposant, un petit sexe, une cagoule, une lampe de poche et un couteau. Et elles décrivent toutes un même mode opératoire. Il faut prévenir la population. Des attaques pourraient être évitées. La région est tellement calme en temps normal que personne n'a pris l'habitude de fermer ses portes à clé. Les inspecteurs Daly et Shelby convoquent la presse et organisent une réunion publique à l'école primaire de Del Dayo, à Carmichael. Devant 500 personnes, Carol Daly ne mâche pas ses mots. Depuis quelques mois, un homme pénètre dans les maisons la nuit et viole des jeunes femmes. Cet homme est très dangereux. Il rentre par les fenêtres que vous laissez ouvertes, par les portes que vous ne verrouillez pas. C'est un prédateur. Il sait comment vous vivez, il connaît vos habitudes. Fermez vos rideaux. Enfermez-vous. Surveillez votre quartier et au moindre soupçon, appelez-nous. La presse relaie l'info et la peur s'installe dans les foyers de Sacramento. Ils l'ont surnommé l'East Area Rapist, le violeur de la zone Est. Il aime bien. Ça claque plus que le pilleur de Visalia. Dans son uniforme de policier ordinaire, Joseph sait au fond de lui qu'il est quelqu'un. On parle enfin de lui dans la presse. Il a bien fait d'aller chasser un peu plus loin, à Carmichael. Une semaine après la conférence de presse, nouvelle victime, à Citrus Heights, encore. Et comme d'habitude, Shelby est arrivé trop tard. C'est tellement frustrant de mettre ses pas dans ceux d'un criminel invisible. Mais la police de Sacramento est sur le coup. Une équipe de 40 personnes est formée. Des enquêteurs, des scientifiques, une brigade canine et des équipes en civil pour se fondre dans la population. Ils n'ont qu'une seule mission, trouver et stopper le violeur de la zone Est. Grâce aux témoignages des victimes, un portrait robot est dessiné.
Approximatif, puisque le suspect n'enlève jamais sa cagoule. Mais assez précis sur le regard et la couleur des yeux. Bleu. Joseph se déplace beaucoup dans la région. Pendant ses rondes dans sa voiture de policier, il en profite parfois pour chercher des proies, repérer des lieux. Ses endroits préférés pour attaquer sont des maisons de plain-pied, sans étage, proches d'un parc ou d'une autoroute. En tout cas, d'un espace où il peut facilement fuir. Dans la journée, il observe à travers les fenêtres l'intérieur des habitations. Il emmagasine un maximum de choses sur ses futures victimes, leurs horaires, leurs habitudes, leurs prénoms. Et ça lui arrive aussi de se planquer derrière une haie pour observer un couple faire l'amour. Une fois que la femme est seule chez elle, il entre, la viole et fait des allusions aux performances de son mari. S'il n'a pas le nom de sa victime avant de l'attaquer, il fouille dans son sac à main, prend ses papiers d'identité et l'appelle par son prénom. C'est encore plus terrifiant pour la jeune femme. Au fil des attaques, Joseph prend des petites habitudes. Il aime par exemple casser la croûte après un viol. Il se sert allègrement dans les frigos. Jackpot s'il y a de la bière. Et il s'en va, comme un voleur, laissant derrière lui une femme traumatisée à vie. Depuis le début de l'année 77, l'East Area Rapist fait 4 victimes de plus. 14 femmes du comté de Sacramento ont été violées depuis la première attaque en juin 76. Le violeur de la zone gagne en confiance. Il se permet même, en mars 77, d'appeler lui-même le poste. C'est moi, l'East Area Rapist. J'ai déjà repéré ma prochaine victime. Vous ne m'attraperez jamais. Elle sera la numéro 15. Violée chez elle, quelques heures après le coup de téléphone. Les habitants sont terrifiés. Qui sera la prochaine ? Les maisons, autrefois ouvertes, se ferment de l'intérieur. On installe des verrous sur les portes. On ne laisse plus traîner les enfants dans les rues. Les jeunes femmes n'osent plus sortir. Des rondes de nuit s'organisent entre citoyens et la vente d'armes explose. Si le violeur entre, elles sauront l'accueillir avec leur revolver caché sous l'oreiller. Pendant ce temps, la police essaye de rassurer les foules. L'East Area Rapist ne s'en prend qu'aux femmes seules. Mesdames, restez en groupe. Messieurs, ne quittez pas votre domicile sans l'avoir sécurisé. Et la presse diffuse l'info. Le violeur de la zone Est n'a jamais attaqué pendant qu'il y avait un homme à la maison, même si, à l'occasion, il y avait des enfants. DeAngelo lit la presse, et ce qu'il voit ne lui plaît pas. Il croit qu'il est trop lâche. Il ne s'en prend qu'aux femmes seules. Qu'à cela ne tienne, à partir de maintenant, il attaquera des couples. Son modus operandi est rodé. Le mari n'est pas un souci. Il l'attachera pour le mettre hors de contrôle. Le 14 mai 1977, il met son plan à exécution et entre chez les Odell, à Citrus Heights, en pleine nuit. Le couple a verrouillé sa porte. Il est passé par une fenêtre. Linda, 22 ans, dort avec son mari. Il la réveille avec sa lampe de poche, jette des cravates à Linda et lui lance « Attache ton mari ». Paniquée, elle s'exécute. Puis Joseph l'attache, serré. Le couple est maintenant sans défense. Alors DeAngelo prend son temps. Il fouille la maison, s'y balade comme s'il était chez lui, prend une bière au frigo, de la vaisselle dans les placards. Il revient dans la chambre, place la vaisselle sur le dos du mari. C'est encore une technique qu'il a appris chez les Marines. Une technique pour repérer le mouvement, mais aussi une technique de torture psychologique. Si le mari bouge, il fera inévitablement tomber la vaisselle.
Et s'il entend le moindre bruit, DeAngelo a prévenu. Il coupera une oreille du mari de Linda. Une fois que tout est en place, il viole Linda et s'enfuit dans la nuit. À partir de là, l'East Area Rapist ne s'en prend qu'à des couples. Toujours de la même façon. Certains rapportent qu'il murmure des choses entre ses dents. « Je vais les tuer. Je vais les tuer. » Parfois, il sanglote. « Maman. 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 » En mai 77, le violeur de la zone Est a attaqué 23 fois. Richard Shelby est à bout. Épuisé par des longs mois d'une enquête qui n'avance pas. Il est obsédé, hanté par le fantôme de Sacramento. Malgré toute sa détermination, il ne peut plus continuer et se retire de l'investigation. Carol Daly continue seule. Dans la zone touchée, tout le monde connaît au moins une victime. Sacramento ne dort plus. L'East Area Rapist est le fléau de la police. Leur pire échec. Ils ont beau mettre en place toutes sortes de stratégies pour le coincer, le violeur a toujours un temps d'avance, comme s'il anticipait chaque mouvement. Une hypothèse émerge alors dans la tête des enquêteurs. Le type porte des pantalons militaires, est armé d'un couteau, qu'il sait manier. Quand il attache ses victimes, c'est toujours avec un nœud de diamant, une technique particulière que l'on apprend chez les Marines. Et si c'était un militaire, ou pire, l'un d'eux, un flic. Joseph DeAngelo sent monter en lui une rage, un besoin de faire mal, une envie de détruire. Sa quête du pouvoir ne se tarit jamais. Pire, elle augmente. Quand il agresse les couples, il a de plus en plus de mal à contenir ses pulsions meurtrières. Au fil des attaques, il terrorise toujours plus ses victimes. Il torture, il bégaye, il menace, il crie, il pleure, il s'énerve. Il n'arrive plus à se contrôler. Joseph DeAngelo est une bombe à retardement. Le 2 janvier 78, l'East Area Rapist appelle l'une de ses victimes au téléphone. Je vais vous tuer. Je vais venir vous tuer. Un mois plus tard, il met ses menaces à exécution. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite. « 2 février 1978. Quartier résidentiel de Rancho Cordova. En début de soirée, le violeur de la zone Est est en plein repérage. Il cherche de nouvelles victimes. Un jeune couple, idéalement, dans une maison de plein pied. Il fait comme d'habitude. Il se poste, caché derrière un arbre, un bosquet ou un bâtiment, et il observe. Il doit tout savoir d'eux. Il est installé depuis plusieurs heures quand il sent des regards posés sur lui. C'est un jeune couple, la vingtaine. Ils promènent leur chien. Ils l'ont repéré. Le type commence à se rapprocher. Joseph panique. Il ne porte pas sa cagoule. S'il voit son visage, il est foutu. On parle du violeur de la zone Est dans tous les journaux du coin. Alors un type qui rôde, en planque devant des maisons, ils vont faire le lien, c'est sûr.
il ne peut pas les laisser partir. C'est la seule solution. Il doit les buter vite et s'enfuir avant que la police ne rapplique. Sans dire un mot, il sort son arme, un petit revolver, tire d'abord sur le jeune homme, qui s'effondre, tire sur la jeune femme avant qu'elle ait le temps de crier. Et Joseph DeAngelo, le violeur de l'Est, disparaît. Deux corps gisent dans un jardin de Rancho Cordova. Ils ont été abattus par balle. Il s'agit de Brian et Katie Maggiore, des jeunes mariés, âgés de 20 et 21 ans. Ils ne semblent pas avoir subi de violence. Près de leurs cadavres, les enquêteurs retrouvent des lacets blancs prénoués avec un nœud de diamant. La signature de East Area Rapist. Se met-il donc à tuer en pleine rue, sans sommation? D'après les premiers éléments, le violeur de l'Est semble avoir été surpris, avoir réagi impulsivement. Les Maggiore sont des victimes collatérales. Et puis, il a commis une erreur. Il a tiré devant des témoins. Des habitants du quartier ont vu toute la scène. Ils sont capables de décrire le tueur, qui ne portait pas de cagoule. Tous décrivent un homme châtain, cheveux brossés sur le côté, une mâchoire carrée, lèvres fines. Le portrait robot est diffusé dans la presse locale. Et, aussi mystérieusement qu'il était arrivé, l'East Area Rapist disparaît de la région. Ne pas sévir si l'on peut le reconnaître. C'est une règle stricte que s'impose Joseph DeAngelo. Il doit rester une ombre, un fantôme, être imperceptible. Il doit continuer. Il ne peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que lui. Il faut trouver une nouvelle zone de chasse, plus à l'ouest, dans le comté de Contra Costa. « 18 mars 1978, à 80 km de Sacramento, dans la ville paisible de Stockton, les agents du comté de San Joaquin entrent dans la maison de Hardwick. Ils les ont appelés il y a quelques minutes pour signaler un viol avec effraction. Gay Hardwick, la vingtaine, est encore attaché et nu dans le salon. Son mari, Bob, se trouve dans la chambre, ligoté lui aussi. Complètement déboussolé, le couple tente comme il peut de répondre à l'avalanche de questions des enquêteurs. Dans la nuit, ils ont été réveillés par une voix rauque et une lumière aveuglante. Le type portait une cagoule. Il les a menacés avec une arme à feu, les a attachés, a bandé les yeux de Gay et a empilé des assiettes sur le dos de Bob. Puis, le pire a commencé. L'homme à la cagoule a violé Gay plusieurs fois, de façon de plus en plus sadique, comme si, plus elle souffrait, plus il y trouvait du plaisir. Ce soir-là, chez les Hardwick, il est resté plus de 2 heures. 2 heures à contempler son œuvre. 2 heures à jouer avec les nerfs de ses victimes. L'un de ses trucs favoris, c'est de faire croire qu'il est parti, d'observer de loin le corps de ses proies se relâcher, attendre qu'ils reprennent leur souffle, voir les muscles se détendre, puis se rapprocher d'eux et murmurer dans leur oreille qu'il est encore là. Susciter la terreur l'excite. Au début de l'été 78, 5 attaques similaires sont enregistrées dans 2 petites villes de la région, Davis et Modesto. Des attaques alternées. Le 5 juin à Modesto, le 7 juin à Davis, puis à Modesto mi-juin, et 2 nouveaux viols début juillet à Davis. Et plus rien. Comme si le tueur bougeait en fonction de ses activités professionnelles. Et comment expliquer que les attaques cessent brutalement en juillet?
l'East Area Rapist étend sa zone de chasse. Il réapparaît le 18 octobre 1978 à San Ramon, à 150 km de Sacramento, chez sa 40e victime. Jusqu'au mois de juillet 1979, le violeur de la zone Est commet une dizaine de viols et il disparaît de nouveau. Jusqu'ici, il pouvait s'attaquer à des femmes et des couples assez facilement. Grâce à son métier de flic, il était insoupçonnable. Il avait un œil sur l'enquête et il pouvait anticiper tous les mouvements de ses collègues. Mais en juillet 1979, Joseph DeAngelo est licencié pour faute professionnelle. Il perd son uniforme. Pour une raison stupide en plus. Il a été pris en flagrant délit de vol dans un magasin. Son butin aurait pu le trahir. Un répulsif pour chien, pour faire taire les kleps qui surveillent les maisons. Et un marteau. Joseph DeAngelo n'a plus rien à faire à Auburn. Il déménage avec sa femme dans la banlieue de Sacramento, là où vivent la plupart de ses victimes. Joseph est un pervers, un voyeur, un dérangé. Il se trouve un emploi de garagiste et mène une vie discrète. Il ne parle pas à ses voisins, il parle peu à sa femme. En fait, il est une ombre pour tous ceux qu'il rencontre. Au même moment, dans la police de Sacramento, Carol Daly craque. Elle n'y arrive plus. Elle n'a plus la force d'écouter les récits des victimes. L'inspectrice se sent tellement impuissante. Elle a mis toute son énergie dans une traque sans fin. Carol pédale dans le vide. Elle abandonne. Retourne au service homicide de la police de Sacramento, là où l'on réussit à résoudre les énigmes. L'East Area Rapist, ce n'est plus son problème. D'ailleurs, il n'a pas frappé dans sa juridiction depuis plus d'1 an. Mais elle le sent. Il va frapper encore. Il va frapper plus fort. Il a fait le tour de Sacramento. Ici, les gens se méfient trop. Ce n'est plus aussi facile qu'avant de s'introduire chez eux. Il faut qu'il agisse là où on ne l'attend pas. Ce sera Goleta, une toute petite ville installée sur la côte de Santa Barbara. Joseph DeAngelo remet sa cagoule, charge son flingue, range sa lampe de poche dans son pantalon, direction le quartier de Queen Anne Lane. Il se faufile chez un couple, trouve leur chambre, sort sa lampe de poche, les aveugle, les ligote, ouvre tous les tiroirs de la maison, retourne dans la chambre, tire la jeune femme dans le salon, lui bande les yeux, puis va se faire à manger dans leur cuisine. Face aux enquêteurs, elle tremble. Pendant qu'elle était ligotée dans le noir de son salon, la jeune femme l'a entendu. Il chantait. « Je vais les tuer, je vais les tuer, je vais les tuer. » C'est là qu'elle a eu une poussée d'adrénaline, un instinct de survie. Elle s'est enfuie en sautillant vers son jardin. Elle se souvient avoir hurlé, puis son mari l'a rejoint. Il a réussi à s'échapper. Le bruit a alerté un voisin, un agent du FBI en repos, Stan Loss. Comment ont-ils pu échapper à sa surveillance ? Erreur de débutant. Il aurait dû les tuer tout de suite. C'est trop tard maintenant. Il doit vite disparaître avant que le bruit des sirènes ne trouble le calme de la nuit. Un voisin est déjà sur son palier. Il le fixe. Ses yeux de fuyard se posent instantanément sur un vélo argenté posé contre un mur.
Il monte sur un vélo et pédale à toute allure. Le voisin, agent du FBI, n'hésite pas une seconde. Il monte dans sa voiture et le prend en chasse. En bon agent, Stan Loss note tous les détails du fugitif. Un jean bleu, une chemise à carreaux, des baskets, une arme blanche, cheveux marron clair, 1m80. La course-poursuite ne dure que quelques pâtés de maison. D'un coup, sur San Patricio Drive, le type à vélo disparaît. Comme volatilisé. Il a à peine le temps de reprendre son souffle. Joseph lâche le vélo entre deux maisons, il connaît l'endroit. Il prend un tout petit chemin, il est hors d'atteinte. Pourquoi Stan n'a pas tiré ? Il avait son arme sur lui pourtant. Mais comment pouvait-il savoir qu'il poursuivait un homme recherché depuis plus de 4 ans ? Impossible. Même si Stan Loss avait déjà entendu parler de l'East Area Rapist. C'est un homme sans visage, qui n'a jamais sévi dans le coin. Les polices ne parlent pas entre elles. Le signalement du criminel n'a pas été diffusé en dehors des villes touchées. Ce soir du 1er octobre 79, Stan Loss, agent du FBI, aurait dû tirer. Le 20 décembre 1979, Joseph DeAngelo réitère une attaque à Goleta. Il entre, de nuit, chez Robert Offerman, 44 ans, et Alexandra Manning, 35 ans. Mais le couple lui résiste. Cette fois, il n'hésite pas. Alexandra est attachée sur le lit. Il lui tire une balle dans la tête. Robert est ligoté au pied du lit. Il reçoit 3 balles dans le dos. Larry Poole, inspecteur de police du comté de Contra Costa, n'a jamais vu ça. 3 mois après le meurtre de Robert et Alexandra, en mars 80, à 70 km de Goleta, Charlene et Lyman Smith, un couple de la petite ville de Ventura, est retrouvé mort dans leur maison. Août 80, c'est Patrice et Chris Harrington, retrouvés morts dans les mêmes conditions. Février 81, c'est au tour de Manuela Whitton. Elle a été agressée sexuellement avant d'être assassinée. 10 détectives, mais le lien n'est pas fait avec le meurtre des Harrington. Juillet 81, Greg Sanchez et Jerry Domingo, assassinés chez eux, à Goleta. C'est incompréhensible. Les victimes sont des personnes sans histoire, sans conflit. Et leurs profils sont différents. Il y a des couples mariés, des couples non mariés. Les femmes sont blondes, brunes, jeunes ou plus âgées. Mais l'officier Poole n'a aucun doute. C'est l'œuvre d'un seul et même homme. Un tueur de couple rôde dans son secteur et il est particulièrement redoutable. Au fil de ses crimes, Joseph DeAngelo se perfectionne. Il ne laisse aucune trace derrière lui, prend le temps de retirer les preuves. Il récupère les lacets qu'il utilise pour attacher ses victimes. Il place toujours un drap sur les corps avant de les tuer. Ça évite que le sang gicle, ça évite qu'il soit taché. La police n'a pas les moyens d'identifier son ADN. Elle ne travaille qu'avec des empreintes digitales. Et DeAngelo porte toujours des gants. Entre décembre 79 et juillet 81, le tueur de Californie a fait 9 victimes. Larry Poole et ses collègues ont beau s'arracher les cheveux, l'enquête n'avance pas. Les dossiers des 9 assassinats de la région prennent la poussière. De ce tueur, on ne sait rien. Seulement que c'est un homme blanc, qui porte une cagoule, qu'il chose du 39 ou du 42, et que son groupe sanguin est A. C'est tout. C'est trop peu. Pourtant, toutes les polices de l'Est de la Californie sont touchées. Toutes sont sur le coup. Même le FBI les soutient. Ils ont tout tenté. Ils ont suivi chaque piste, enquêté sur le peu de suspects qu'ils avaient,
passé des nuits blanches à patrouiller dans les quartiers résidentiels. Ils ont même engagé un médium. Mais rien. On ne sait rien sur le Golden State Killer. Joseph DeAngelo s'offre un moment de répit à la naissance de sa fille en septembre 1981. Il n'a plus la tête à tuer. Il a une nouvelle raison d'être désormais. Il est père. Et puis, il vieillit. Il n'est plus aussi agile qu'avant. Mais surtout, il sait que la police est en train d'évoluer, que la technologie rentre dans les mœurs, que l'analyse de l'ADN est de plus en plus utilisée pour résoudre des enquêtes. L'ancien policier doit redoubler de vigilance. Il vaut mieux s'arrêter là, ou bien juste faire une pause. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite. Les années passent. 5 ans. Sans que le Golden State Killer ne fasse de victime. Est-il mort? A-t-il été arrêté? Les enquêteurs obtiennent la réponse le 4 mai 1986, à Irvine, une ville au sud de Los Angeles, dans le comté d'Orange. Janelle Cruz, 18 ans, est retrouvée morte chez elle. Elle a été ligotée, violée et battue avec une extrême violence. Elle vivait dans le même lotissement que le couple Harrington, assassiné en août 80, et que Manuela Woodhan, tuée en février 81. Son meurtre ressemble beaucoup à celui des 10 dernières victimes du Golden State Killer. Depuis la naissance de sa fille, Joseph DeAngelo et sa femme Sharon se sont installés à Citrus Heights, un petit pavillon typique de la région, des murs beiges et des briques rouges, comme toutes les maisons du quartier. Après Auburn, DeAngelo a retrouvé un emploi. Rien à voir avec son travail de policier. Il est désormais plongeur pour la Pacific Gas and Electric Company, un job alimentaire. Sa femme, Sharon, avocate, est de nouveau enceinte. Le couple accueille une deuxième petite fille, 7 mois après le meurtre de Janelle Cruz. Joseph est un père attentionné. Il est fou de ses filles. Il les emmène souvent faire du bateau, les inscrit à des cours de musique, les pousse à faire du cheval. Un père aimant. Tout ce qu'il y a de plus classique. Un père qui n'a plus le temps d'assouvir ses pulsions meurtrières. Janelle Cruz est le dernier meurtre enregistré dans la région. Depuis, aucune victime d'assassinat n'est retrouvée ligotée, battue, violée. Le Golden State Killer s'est éteint. Les habitants du comté d'Orange et du comté de Contra Costa soufflent. La vie reprend son cours. Sauf pour les proches des victimes, en quête de réponses sur les meurtres. Elles peinent à faire leur deuil. L'enquête est au point mort. Aucune avancée, aucun suspect. Des jeunes filles, des femmes, des mères, des pères, des jeunes mariés ont été tués, sans raison, chez eux, par un ou plusieurs meurtriers, invisibles. Le couple DeAngelo donne naissance à une troisième petite fille en mai 1989. 3 filles. Un comble pour le violeur de la zone Est. Il y a peu de choses que Joseph interdit à ses filles. Elles ont à peu près tous les droits, sauf de regarder les documentaires sur les affaires criminelles à la télé,
il ne faudrait surtout pas qu'elles sachent que leur père est un criminel, un violeur et un tueur multirécidiviste. Ni la police, ni sa famille ne sait qu'il est l'inconnu le plus recherché de la Californie. En dehors de sa vie de famille, DeAngelo s'est trouvé une nouvelle passion, la mécanique. Il a suivi une formation et trouvé un nouveau travail. Mécanicien pour la chaîne de supermarchés Save Mart Distribution Center, pas très loin de Sacramento. 1994. C'est une grande avancée pour la justice. Enfin, le gouvernement autorise le FBI à compiler les données ADN des criminels dans un grand fichier. Le CODIS. Un seul fichier, commun à tout le pays. C'est un outil révolutionnaire pour la police. Avec un échantillon d'ADN de suspects, des enquêtes qui piétinent depuis des années sont résolues. Dans le comté d'Orange, les enquêteurs ressentent tout de suite une vague d'espoir. Ils ressortent tous les cold cases de la région. Leur priorité, les meurtres avec agression sexuelle. Ils font donc analyser les traces de sperme trouvées chez les Harrington en 1980 et chez Manuela Whithun en 81, persuadés que ces deux meurtres sont liés. Bingo! Les deux échantillons renferment le même ADN. Par curiosité, ils entrent l'échantillon trouvé en 1986 chez Janelle Cruz. Le même ADN apparaît. Janelle Cruz, le couple Harrington et Manuela Whithun ont été tués par la même personne. Seul hic, cet ADN ne matche avec aucun de ceux enregistrés au CODIS. Joseph est un homme heureux, mais il se dispute souvent, trop souvent, avec sa femme Sharon. À chaque fois, il hausse le ton, lui hurle dessus, au point que les voisins du couple le surnomment Crazy Joe. D'apparence, Joseph est un homme rangé, méticuleux. Il tond sa pelouse avec une précision extrême. Distant et mystérieux. Dans le quartier, personne n'a jamais vraiment échangé avec lui. En fait, DeAngelo est une boule de haine. Il a du mal à contenir sa colère. Il marmonne des menaces de mort entre ses lèvres quand un chien aboie trop fort, quand des voisins font trop de bruit, quand une voiture du quartier est mal garée, quand une haie est trop basse. Le moindre petit détail fâcheux peut lui faire perdre son calme. Pour Sharon, la relation devient invivable. Le couple se sépare en 1991. Un enquêteur du comté d'Orange, Larry Poole, voit plus loin. Il a lu et relu les dossiers, il connaît les enquêtes par cœur, il y a trop de ressemblances. Les 3 meurtres du comté d'Orange sont liés à d'autres enquêtes restées en suspens. Il en est sûr et certain. Si le type a tué 3 fois, il est sûrement responsable d'autres meurtres dans la région. L'empreinte génétique du meurtrier est donc envoyée à tous les laboratoires criminels du pays. Encore une fois, l'ADN match. Les époux Smith en 80, Robert Offerman et Alexandra Manning, et Domingo et Sanchez ont tous été tués par le même homme. Un ADN, 10 meurtres, c'est un gros poisson. Joseph DeAngelo mène sa nouvelle vie de célibataire le plus sereinement du monde. Les années passent, et il sait que la plupart de ses crimes seront bientôt prescrits. Il ne craint rien. Il est insoupçonnable. Ce n'est plus qu'un quinquagénaire qui se fond dans la masse. Parfois, par curiosité, il prend sa voiture et se balade dans cette ville qu'il a terrorisée 20 ans plus tôt. Il croise des têtes connues, des femmes qu'il a violées, des maisons qu'il a visitées. Rien n'a vraiment bougé depuis. Il regarde de loin ce petit monde se mouvoir,
Ces victimes qu'il a traumatisées qui marchent en vérifiant toutes les 5 minutes si elles ne sont pas suivies. Elles ne l'ont pas oublié. Et ça lui plaît. Paul Holes, expert en criminologie au bureau du shérif de Contra Costa, décide de comparer l'ADN du tueur en série à celui du violeur de la zone Est. Intuition personnelle. Le mode opératoire utilisé pour les 50 viols de 1976 à 1979 est le même que pour les 10 meurtres attribués à un seul et même homme. Passionné par les cold cases, Paul Holes est un acharné. Il se l'est promis. Il mettra un nom et un visage sur le violeur de la zone Est. Le 4 avril 2001, l'hypothèse de Holes est validée. L'ADN du Golden State Killer, du violeur de la zone Est et du pilleur de Visalia désigne un seul et même homme. Suspecté de 200 cambriolages, 50 viols et 13 meurtres. Mais cet homme n'apparaît dans aucune base de données. C'est un anonyme, un inconnu. Un mystère qui rend fou tous ceux qui tentent de résoudre son énigme. Le Golden State Killer hante les enquêteurs. Des nuits blanches, des cheveux arrachés, des planques, des lectures, relectures, encore et encore des dossiers. Richard Shelby, pourtant retraité de la police de Sacramento, continue ses recherches. Carol Daly est toujours en lien avec les victimes du violeur de la zone Est. Beaucoup d'officiers ont quitté la police. D'autres, obnubilés par l'affaire, ont fait échouer leur mariage. Tous veulent des réponses. Qui est le Golden State Killer? Est-il encore en vie? « 6 avril 2001. Joseph DeAngelo raccroche le téléphone. Il a pris le premier numéro écrit à la main sur sa liste. Aucun nom à côté, juste mars 1977. Sa période violeur de la zone Est. Il avait besoin de lui parler pour qu'elle sache qu'elle ne sera jamais tranquille, qu'il est là, qu'il rôde, qu'il n'a pas oublié, qu'il la surveille. Une phrase suffit pour raviver la terreur. Il a seulement murmuré « Tu te rappelles quand on a joué ensemble ?» Elle l'a reconnu tout de suite. Cette voix grave, elle est sûre d'elle. 24 ans plus tard, elle n'a pas de doute. Son violeur est encore en vie. Et c'est la confirmation que la police attendait. 6 années passent sans la moindre avancée sur l'enquête. Le Golden State Killer ne suscite plus les passions. La police est lasse, la presse n'en parle plus. Et ce n'est plus qu'un vieux souvenir pour les habitants de Sacramento. Et puis, une femme relance l'affaire. 30 ans après les premiers crimes. Michelle McNamara est une passionnée de faits divers. Comme beaucoup avant elle, elle s'est laissée happer par ce labyrinthe sans suspect. Elle fouille les forums en ligne, lit chaque post à propos du violeur de la zone Est et du tueur en série. Elle enquête jour et nuit, rencontre les policiers, les victimes, examine tous les lieux de crime, les dossiers judiciaires, les coupures de presse. Son œil neuf apporte un coup de fraîcheur. Persuadée que cet homme mystérieux est un policier, elle fait part de toutes ses découvertes à Paul Holes, à Richard Shelby et à Larry Poole. Sa vie ne tourne qu'autour de la traque. Jusqu'à ce que l'affaire ne la rende folle à son tour et qu'elle se suicide en 2016. Malgré lui, le Golden State Killer a fait une nouvelle victime. Le FBI met sa tête à prix. $50 000 de récompense à quiconque apportera une information. Nous arrivons à notre but. Nous avons besoin d'un nom. Lorsque nous ferons correspondre ce nom au profil, cette quête pour la justice prendra fin. C'est pourquoi j'en appelle à tous ceux qui sont ici à Sacramento. Si vous pensez avoir un nom, si vous pensez avoir entendu la moindre chose, appelez.
L'information tourne en boucle. Face à sa télé, Joseph DeAngelo s'étonne. On le cherche encore ? Les recherches sont étendues à tout le pays. Ça le fait rire. Il n'a jamais bougé du coin. L'ADN est la clé. Chaque personne qui a travaillé sur cette affaire le sait. L'empreinte génétique du Golden State Killer révélera un jour ses secrets. Les progrès en matière d'analyse sont stupéfiants. Ces dernières années, certains cold cases ont été résolus grâce à l'ADN par parentèle. Si l'ADN du tueur n'est pas dans le fichier, peut-être peut-on trouver celui d'un membre de sa famille, un cousin, un aïeul, et ainsi remonter la généalogie. C'est ce que Paul Holes décide de faire en 2016, 30 ans après le dernier meurtre. Pour mettre un nom sur le Golden State Killer, il va surfer sur les banques de données d'ADN, très en vogue en 2018. Le laborantin entre l'échantillon sur jedmatch.com, paye $100 et patiente. Plusieurs correspondances apparaissent. Des membres plus ou moins lointains de la famille du tueur. Assez d'informations en tout cas pour reconstituer un arbre généalogique. C'est un travail de fourmi, mais un travail payant. Au fur et à mesure, les recherches s'affinent. En fonction du sexe, de l'âge, de la position géographique, des caractéristiques physiques, et un nom ressort. Joseph DeAngelo. DeAngelo, 72 ans, prend sa retraite après 27 ans de bons et loyaux services au Save Marts Distribution Center. Toujours installé dans son pavillon à Citrus Heights, il cohabite avec l'une de ses filles et l'une de ses petites-filles. C'est un grand-père, un papy qui sort peu de chez lui. Il reçoit de temps en temps ses filles et qui, la plupart du temps, s'active frénétiquement dans son jardin. Il sourit peu, bougonne toujours autant que dans sa jeunesse. De temps en temps, ses voisins l'entendent rouspéter. Il effraie un peu les plus jeunes. Et les plus âgés se méfient de cet homme qu'ils connaissent finalement si peu. Maintenant qu'un nom est sorti, Paul Holes et son équipe ont besoin d'une confirmation. Récupérer un échantillon d'ADN de Joseph DeAngelo pour le comparer. Ken Clark, officier de la police de Sacramento, est chargé de planquer devant la maison du suspect. Dans une Toyota Camry noire, la voiture la plus répandue à l'époque aux États-Unis, il observe les allées et venues du grand-père, comme le faisait le Golden State Killer avec ses victimes 20 ans plus tôt. Quand DeAngelo part faire des courses, une voiture banalisée le suit et se gare à quelques mètres de sa voiture, sur le large parking de Hobby Lobby. L'équipe de flics attend quelques secondes que le suspect s'éloigne de son véhicule, puis il se rue sur la portière de celui-ci, frotte un tissu sur la poignée. Ils ont un échantillon d'ADN de Joseph DeAngelo. Résultat du labo, DeAngelo est bien le Golden State Killer. Au commissariat de Sacramento, les enquêteurs exultent. En quelques minutes, la nouvelle est transmise au FBI et aux anciens, Richard Shelby et Carol Daly, entre autres. Carol, qui en 40 ans a toujours gardé un lien avec les victimes, les appelle une par une pour leur annoncer la nouvelle. Au bout du fil, elles fondent tout en larmes. Le 21 avril 2018, Joseph sort de chez lui en voiture. Il le sent, il est suivi. Derrière lui, 6 voitures banalisées le filent. Ils l'ont donc découvert.
Joseph prend une tangente vers l'autoroute Dwight D. Eisenhower, direction l'aéroport. Il accélère, tente de semer la cavalerie. S'il arrive à l'aéroport avant eux, il aura un large coup d'avance. Les hélicoptères n'ont pas le droit de survoler la zone. Mais d'un coup, Joseph DeAngelo braque et se gare dans une station-service. Par sa fenêtre, il voit le cortège de 6 voitures continuer sur l'autoroute. Joseph DeAngelo reprend son souffle. Il est temps de l'arrêter. Ne plus jamais perdre sa trace. Les preuves contre lui sont assez solides. L'ADN correspond à 99,99% à celui du Golden State Killer. Les viols qu'il a commis de 76 à 79 sont prescrits, mais pas les meurtres. Le 24 avril 2018, vers 16h, Ken Clark, escorté de 6 agents du SWAT, s'avance dans l'allée parfaitement tendue du Golden State Killer. Il toque. Un vieil homme de 70 ans ouvre, les yeux écarquillés. Il a l'air surpris, incrédule, comme s'il était persuadé que la police avait lâché l'affaire depuis le temps. Mais le Californien n'oppose pas de résistance. Sans un mot, il se tourne et confie ses poignets à l'agent Clark. Plus de 40 ans après ses premiers cambriolages, Joseph DeAngelo est enfin menotté. L'annonce de son arrestation fait la une de tous les journaux. C'était l'une des affaires les plus marquantes de la Californie, l'un des serial killers les plus recherchés de ces dernières années. Face aux enquêteurs, il n'a d'autre choix que d'avouer. Il ne donnera aucun détail, aucune explication à ses crimes. Pendant son audience, organisée dans une salle de bal de l'Université d'État de Californie à Sacramento, histoire d'accueillir un maximum de monde, il se présente face à ses anciennes victimes dans sa tenue orange de prisonnier. C'est un vieux monsieur sur un fauteuil roulant. Il ruse encore, il essaie de gagner du temps, d'obtenir un jugement un peu plus clément. Une semaine plus tôt, il roulait comme un jeune homme sur sa moto. Après les victimes, la parole est donnée à l'accusé. Joseph DeAngelo se lève, retire son masque, joint ses mains, le regard fixe. Il lâche des excuses inentendables. J'ai écouté tous vos témoignages, chacun d'entre eux, et je suis vraiment désolé pour tous ceux que j'ai blessés. Sa voix ne se brise pas. Il ne tremble pas. Est-il seulement sincère? Comme si ces mots n'avaient pas de réelle importance. Il est accusé de 13 meurtres et de 50 tentatives de kidnapping. Les viols étant prescrits, c'est la seule manière qu'ont trouvé les enquêteurs pour juger les agressions sexuelles. Pour éviter la peine de mort, il marmonne un coupable, sans conviction devant les jurés. Il est résigné. Cette fois, il le sait. Il ne pourra pas s'échapper. Dans l'impressionnante salle, le juge Michael Bowman annonce la sentence. Pour avoir, pendant 10 ans, terrorisé 6 comtés en Californie et fait une centaine de victimes de cambriolages, de viols et de meurtres, Joseph DeAngelo, le Golden State Killer, le violeur de la zone Est, le pilleur de Visalia, l'inconnu le plus recherché des États-Unis, est condamné à 11 peines de prison à perpétuité consécutive, sans aucune possibilité de libération conditionnelle.